pour ses élèves à l'école et nous avons décidé d'en faire profiter le grand public. Alors rassurez-vous, vous n'aurez peut-être, j'espère que vous n'aurez pas trop d'équations à comprendre ce soir. Donc notre intervenant va essayer de vulgariser un sujet qui est un des très grands mystères aujourd'hui de la physique. Donc notre intervenant est Nicolas Gisin, c'est un physicien, il est suisse, il travaille à l'Université de Genève. C'est quelqu'un qui a fait des expériences qui démontrent la réalité d'un principe de la mécanique de la physique quantique, l'intrication et la téléportation quantique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Je ne sais pas si vous avez vu Star Trek. Oui. Star Trek, non, les films de science-fiction où vous voyez les gens se déplacer comme ça, ils sont à un endroit et puis tout d'un coup il y a une lumière et puis ils se retrouvent ailleurs. Ça c'est la vision science-fiction. Nicolas va vous parler de la réalité physique de ce phénomène, de ce qu'on en fait d'ailleurs dans la vie des affaires ou dans les applications techniques. Il faut savoir que le MIT sélectionne régulièrement des technologies qu'il considère à fort potentiel pour le futur. Les travaux de Nicolas Gisin font partie des 10 technologies qui sont censées révolutionner notre futur immédiat. Voilà, donc je vais vous laisser en sa compagnie. Merci Serge pour la... Si, oui, ça fonctionne. Hein? Voilà, bah écoutez, je suis très content d'être ici avec vous parce que dans la physique, ça me passionne. Et puis en général, quand je rencontre des gens dans le bus ou comme ça, bonjour, vous appelez comment, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis physicien. Et la réaction quasi standard, et donc, à la fin, on parle de la pluie et du beau temps, des choses comme ça. Donc, ce soir, je vais pouvoir vous parler de physique. Et comme les portes sont fermées, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir écouter de la physique. Ouais, 1 heure à peu près. Et puis, ce que je veux aussi vous montrer, c'est que, en fait, vous connaissez beaucoup plus de physique que ce que vous imaginez. En général, les gens, en fait, confondent physique et équation. Il n'y aura pas d'équation, ou alors des trucs complètement triviaux. Genre 1 plus 1 égale 2, donc vraiment à ce niveau-là. Et par contre, je veux aussi quand même avouer que je ne pense pas que ça soit facile. Je ne veux pas faire semblant que la téléportation quantique, ou même d'ailleurs Newton, c'est facile. Ce n'est pas vrai que c'est facile. Il y a donc effectivement un effort intellectuel à faire. On va faire ce voyage ensemble et puis on verra dans 1 heure où on en est. Alors on va commencer par quelque chose qui a l'air très simple. N'est-ce pas? Il fut un temps, on était tous, les humains, convaincus que les objets ont une tendance naturelle de tomber de en haut vers en bas. Toutefois, je suis sûr que vous tous, vous savez que ça c'est une image fausse ou approximative, et qu'une image plus correcte, c'est celle-ci, où on voit que les objets ont une tendance naturelle à tomber vers le centre de la Terre. Ce qui explique évidemment que les kangourous tombent également vers le centre de la Terre et donc tiennent sur la Terre. Et on peut mettre des équations là-dessus, mais aussi on a des frigos, on a des aimants qui tiennent sur nos frigos. On comprend que les choses peuvent s'attirer les unes les autres. Et les aimants sur les frigos, les objets sur notre planète. Et on sait aussi, je suis sûr que vous savez tous, que non seulement les objets usuels sont attirés vers le centre de la Terre, mais que c'est également vrai de la Lune, qui est également attirée par le centre ou vers le centre de la Terre. Donc s'il y avait juste ça, la Lune se fracasserait contre la Terre. Heureusement, en même temps, elle avance, ce qui lui donne l'occasion de tomber en avançant, et donc elle tombe à côté de la Terre. Et une fois qu'elle est là, ça avance un peu tout seul. Une fois qu'elle est là, le phénomène continue et donc on a la Lune qui tourne autour de la Terre. N'est-ce pas? Ça, c'est une des particularités qu'on connaît bien et on peut mettre une équation, mais on n'en a pas besoin. Donc, on va faire ça sans équation.
Et alors, pourquoi c'est déjà tellement fascinant ça? En fait, c'est déjà fascinant parce que, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez commencé vos premières expériences de physique il y a bien longtemps, quand vous aviez à peu près 6 mois ou un petit peu plus que 6 mois. Et puis dans les premières expériences de physique que tout bébé fait, le convainc que pour interagir avec un objet, il n'y a pas 36 000 manières de faire. Il y a une première manière de faire, c'est de ramper jusqu'à cet objet. Et puis, ça, c'est pas à moi, parce que moi, je suis bien plus ancien que les Pampers. Une deuxième manière pour interagir avec un objet, c'est de lui lancer des balles. Et si vous réfléchissez, comment est-ce qu'on peut encore interagir avec un objet? Aujourd'hui, c'est vrai, on va se dire, on fait ça par email. Bon, des emails, c'est des photons, des particules de lumière qui se propagent comme les petites balles ici, dans des fibres optiques, et après des électrons qui vont se propager dans des câbles en cuivre en général. Donc c'est un peu ce type-là d'interaction. Ça, évidemment, on peut se déplacer, on peut venir de Genève à Casablanca pour interagir avec Casablanca. Mais il n'y a pas 36 000 autres manières de faire. En fait, il n'y en a pas d'autres dans notre vie quotidienne. Encore une autre expérience que je suis sûr que vous avez aussi faite sur la télékinèse. N'est-ce pas? Il y a un moment, il y en a marre, on s'assied, on se concentre, et puis cet objet, il va bien finir par venir. Qui c'est qui n'a pas essayé ça? Tout le monde a essayé ça, et ça ne marche pas. Alors on se met à crier, et puis finalement, c'est papa ou maman qui va nous donner notre jouet. Alors ça, c'est déjà vraiment important, et ça, c'est déjà plus compliqué, parce que si la télékinésie, ça ne marche pas, ça implique aussi que la télépathie, ça ne marche pas. C'est là où, en général, je perds déjà quelques-uns de mes auditeurs. Pourtant, une information, c'est quoi une information? Une information, ce n'est pas juste un truc abstrait. Une information, ça doit être porté par quelque chose. Ça peut être porté par des photons, par des électrons, par des ondes sonores, comme on est en train de faire en ce moment. Ça peut être écrit sur un papier, sur un téléphone, comme madame. Et c'est ce support physique qui va se propager de l'émetteur au récepteur en portant l'information. Et donc, si le support physique ne peut pas sauter d'un endroit à l'autre, s'il n'y a pas de télékinésie, ben, il n'y aura pas non plus de télépathie. Donc tout ça, c'est un peu des éléments de base, des briques qu'on a dans notre intuition, qu'on a développées déjà comme gamin. Et alors, j'ai un problème avec moi. Et donc, une première question qu'on se pose naturellement avec ce qu'on vient de voir ou de revoir un peu de physique de base, c'est la suivante. Dis papa, maman, comment elle fait la Lune pour savoir dans quelle direction elle doit tomber? La Lune, elle est quelque part, je ne sais pas exactement où, là, à peu près à 300 000 km de distance. Et on sait tous, parce qu'on nous l'a appris, qu'elle tombe vers le centre de la Terre. Mais pour ça, il faut qu'elle sache où est le centre de la Terre. Elle fait comment pour savoir où est le centre de la Terre? Alors ça, c'est le genre de question qui peut paraître enfantin, mais c'est en fait le genre de question que les physiciens aiment se poser. Et ce n'est qu'en se posant ce genre de questions qu'on progresse. Alors, évidemment, il ne suffit pas de s'arrêter avec la question, il faut essayer de trouver des réponses, etc. Mais la question est une bonne question. Donc, est-ce que la Lune utilise une sorte de bâton pour sonder la présence de la Terre? Est-ce qu'elle lui lance des sortes de balles? Ça, c'est une excellente question, et comme ça, on va pouvoir faire de la vraie physique. Et puis, je ne suis pas le premier à soulever cette question. En fait, c'est une question que déjà Newton se posait lui-même. Il a écrit, traduit en français, que la gravité soit inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans la médiation de quelque chose pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre. Cela est pour moi, pour Newton, une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. C'est fort, hein?
Donc Newton nous dit, il faut être fou pour croire en ma théorie. Pas Newton, il est super célèbre justement pour sa théorie de la gravitation universelle, la Lune qui tourne autour de la Terre, qui tombe comme les pommes, etc. Mais en même temps, il voyait bien, c'est absurde cette théorie. Oui, j'ai une belle équation, oui, l'équation donne les bonnes prédictions, mais ça ne peut pas être vrai, puisque la Lune ne pourrait pas savoir dans quelle direction tomber. Et néanmoins, cette théorie a dominé la science pendant presque 3 siècles, et encore aujourd'hui, on l'enseigne. Alors je pense que déjà beaucoup d'entre vous connaissent en fait un peu la réponse. Ah non, mais j'ai autre chose avant. Attendez, je vais quand même revenir à ça. Donc si vraiment on avait cette Lune qui par magie savait dans quelle direction tomber, par télépathie, elle sait où est la Terre, parce que la Terre et la Lune communiqueraient par télépathie, ce qui n'est certainement pas la réalité. Mais si c'était comme ça, on pourrait faire la chose suivante. On déplace un gros objet, un rocher, sur la Lune, et puisque ça change la répartition de la masse sur la Lune, cela aurait un effet immédiat sur la gravitation sur Terre, et donc ça aurait un effet immédiat sur notre poids sur Terre. Et donc, comme ça, s'il y avait quelqu'un sur la Lune qui peut, avec une petite fusée, pousser un gros rocher, il aurait un effet immédiat sur Terre. Il pourrait nous communiquer de l'information instantanément. C'est le côté vraiment immédiat qui est difficile à croire là-dedans. Évidemment, comme c'est de la physique, il faut maintenant faire l'expérience. Et si on avait fait l'expérience, on aurait d'une part falsifié la théorie de Newton. On aurait vu que non, en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas immédiat, ça prend du temps. Et on aurait trouvé que la gravitation se propage en fait à la vitesse de la lumière. Et donc, il faut bien quelque chose qui communique cette information entre la Terre et la Lune. Et ça, c'est Einstein qui a trouvé avec sa théorie de la relativité. Et on ne va pas commencer à faire la théorie de la relativité ici. Mais en gros, cette théorie de la relativité donc, générale, elle dit que toute masse, y compris la Terre, la Lune, votre corps, émet en permanence des petites balles qu'on appelle des gravitons, qui vont dans toutes les directions et qui ainsi informent l'univers de où nous sommes, de combien de matière il y a ici. Et ces gravitons, ils n'ont pas de masse et ils se déplacent comme la lumière, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Donc ça va très vite, ça prend à peu près 1 seconde entre la Terre et la Lune. Mais ça prend un petit peu de temps, ce que Newton n'avait pas dans ses équations. Et ça, c'est de la physique. Et comme c'est de la physique, ça a une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'en fait, la Lune, quand elle est là, elle ne sait pas où est la Terre. Elle sait où était la Terre 1 seconde avant. Parce que les gravitons qui atteignent la Lune lui disent « je viens de là, j'étais là ». Mais il ne peut pas dire « où est la Terre maintenant ». Et donc, si on exagère un petit peu dans mon dessin, au lieu de tomber vers le centre de la Terre, la Lune tombe légèrement à côté du centre de la Terre. Et pour la Lune, qui a une orbite à peu près circulaire, ça change à peu près rien. Mais si on prend d'autres planètes, comme Mercure, qui tourne autour du Soleil, sur une orbite qui est assez elliptique, une sorte de gros ovale, à cause de ce décalage, il ne tourne pas vraiment autour du Soleil, ou il ne tombe pas vers le centre du Soleil, mais juste là où était le Soleil un peu avant, à ce moment-là, cette grosse ellipse précesse, tourne sur elle-même. Ça, c'est la précession de Mercure, qui était la première confirmation de la théorie de la relativité d'Einstein. Alors dites-moi, c'est pas beau la physique? Mais la physique ne s'est pas arrêtée là. Peu de temps après est venue la physique quantique, avec une super belle équation. Alors je vous ai dit qu'il n'y aurait pas d'équation. Je vous mets l'équation parce qu'elle est tellement belle, mais vous n'avez pas besoin de la comprendre. Et puis c'est l'équation de Schrödinger, de ce monsieur. Et puis en plus, c'est une équation qui a été découverte à Rosa, qui est une station de ski en Suisse, où je ne sais pas comment il a fait. Le monsieur Schrödinger était là avec son amante et en même temps, il invente l'équation de Schrödinger. Donc cette équation, elle est supposée décrire comment des électrons tournent dans un atome autour du noyau. Et ça nous rappelle quand même quelque chose.
dit, papa, maman, comment ils font les électrons pour savoir où est le noyau? On se dit, bon, ben voilà, il y a de nouveau un truc, ça ressemble à quelque chose qu'on vient de voir. C'est plus petit, tout est beaucoup plus petit, mais comment ils font les électrons? Puis on se dit, bon, ben, on va faire comme Einstein, on va trouver l'équivalent des gravitons, que j'écris ici. Ah, c'est vraiment embêtant ce truc. Alors, est-ce que j'arrive à avancer? J'ai écrit graviton avec la lettre Q pour dire ça c'est des gravitons, mais pour la physique quantique. Donc on va essayer de les chercher. Et puis pour ça, ben, on va essayer de faire cette fameuse expérience de déplacer, alors c'est plus un rocher sur la Lune, mais il faudrait déplacer quelque chose là, puis voir ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'ici on pourrait le faire. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que cette image d'un atome avec un noyau bien localisé, puis des électrons qui tournent en rond, là, un peu comme des petites planètes ou des petites billes, c'est pas très précis. Une image plus correcte, c'est un peu un ensemble de bulles de savon, comme ça. Ces bulles de savon qui, en fait, se touchent et s'interpénètrent toutes, et qui, en plus, effectivement, si j'en touche une, elle éclate. Un peu comme la réduction de la fonction d'onde en mécanique quantique, en physique quantique. Mais donc là, effectivement, si maintenant ces bulles représentent mes électrons, ben, chacun de ces électrons touche le noyau, et puis mon histoire ne joue plus très bien. Donc pour pouvoir voir à quelle vitesse ça va et comment les électrons y font, il va falloir que j'introduise des choses un peu plus abstraites. Et là, je vais vous introduire le concept de bit quantique. Donc un bit, c'est un 0 ou un 1, c'est l'unité d'information comme vous utilisez dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, etc. Puis maintenant, au lieu d'avoir juste un 0 ou un 1, on va représenter l'ensemble des qubits, l'ensemble des bits quantiques, sur un cercle. Alors, pour les physiciens qui sont là, oui, ce n'est pas un cercle, c'est une sphère, mais pour cette présentation, un cercle, ça va très bien. Donc, il y a le 0, il y a le 1, mais comme c'est quantique, il peut y avoir des superpositions. Il peut y avoir quelque chose, mettons que le 0, c'est comme un champ électrique qui oscillerait verticalement. Et le 1, il oscille horizontalement. Mais maintenant, c'est clair que ce champ électrique, il peut aussi osciller en diagonale, ou enfin plus ou moins penché, plus ou moins vertical. Et donc tout ça, ça donne d'autres possibilités qui oscillent à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Donc qui sont à la fois du 0 et du 1. Et tous les points sur ce cercle représentent un état possible de mon bit quantique. Donc il n'y en a plus deux, il y en a une infinité, tout autour du cercle. Et puis maintenant, je peux faire des mesures. De nouveau, si c'était un photon avec son champ électrique, je pourrais prendre mes lunettes de soleil, que j'ai dans ma veste là, mais je ne vais pas les sortir. Et puis ensuite, je peux regarder, est-ce que le photon, il passe à travers mon verre de lunettes. Il y a une chance sur deux en général, plus ou moins, s'il n'y a pas de structure. Et puis clairement, je peux tourner mes lunettes. Je peux les mettre normalement, comme je les mets horizontales. Je peux les mettre plus ou moins tournées. Je peux les mettre verticalement, etc. Donc on voit qu'on peut aussi mesurer ces qubits ou ces photons selon différents angles. Donc on va dire que ça, c'est ma direction de mesure. Par contre, donc ça, c'est ce que moi je peux décider, comment j'oriente mes lunettes. Par contre, ce n'est pas moi qui vais décider si le photon y passe ou il ne passe pas. Ça, c'est la nature qui décide. Des fois, il passe, des fois, il ne passe pas. Et puis, suivant les cas, il peut passer avec une grande probabilité ou une petite probabilité. Ça dépend, en fait, de la relation entre cet état du qubit et la direction de mesure. Et donc, il y a un résultat. Enfin, il y a un résultat parmi deux qui vont se réaliser. Soit le résultat que j'appelle ici parallèle, mettons le photon est passé, soit le photon a été bloqué, résultat antiparallèle. Voilà. Donc ça, on peut le faire avec des photons, on peut le faire avec des atomes, on pourrait aussi dire que ça, c'est l'état fondamental de l'atome, l'état excité, etc. Peut-être le plus simple, c'est de penser à ces petites oscillations d'un champ électrique. Puis maintenant que j'ai un qubit, je peux faire 2 qubits. Et l'avantage de 2 qubits, bon, c'est de nouveau 2 atomes ou 2 photons, là, je n'ai pas de difficulté de les mettre loin l'un de l'autre. Et à ce moment-là, je peux en mettre un sur la Terre, un sur la Lune, et là, je peux commencer à voir qu'est-ce qui se passe si je fais quelque chose sur l'un, l'équivalent de déplacer mon rocher. Là, évidemment, on ne va pas déplacer un rocher ici, mais je fais quelque chose là-bas, qu'est-ce qui se passe ici?
peux les distinguer et je peux les mettre à une grande distance. Et puis voilà, les physiciens, je vous ai déjà fait la remarque, c'est des grands enfants, donc un des deux, il l'appelle Alice, l'autre, il l'appelle Bob, et puis ils mettent des petits dessins dedans, mais ça, c'est juste de la terminologie. Et puis donc, Alice peut décider dans quelle direction elle va mesurer son qubit. De même, Bob, il peut décider dans quelle direction il va mesurer son qubit. Puis à la fin, on obtient des résultats, on peut faire des statistiques et tout ce que les scientifiques aiment faire. Puis maintenant, ces deux qubits, deux photons si vous voulez, ils peuvent être intriqués. Alors, intriqués. Si je vous ai dit gravitation, personne n'a bondi parce que vous avez été à l'école, vous avez entendu le mot gravitation, vous avez compris que ça a à faire avec l'attraction universelle, des choses comme ça. Intrication, peut-être bien que pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut rien dire du tout, ou c'est quelque chose d'un peu vague, etc. A priori, intrication, c'est juste un mot qui va nous permettre de décrire comment deux qubits peuvent se comporter l'un par rapport à l'autre. Encore une fois, l'un sur Terre, l'autre sur la Lune, par exemple. Et puis deux de ces qubits sont intriqués si plusieurs conditions. La première condition, c'est que si on fait les mêmes mesures, donc dans la même direction, comme c'est dessiné ici, si Alice et Bob ont choisi par hasard de mesurer dans la même direction, ils obtiennent toujours le même résultat. Ils peuvent tous les deux obtenir le résultat parallèle ou ils peuvent tous les deux obtenir le résultat antiparallèle. Donc il y a une corrélation très forte entre les résultats d'un côté et les résultats de l'autre côté. Deuxième condition pour l'intrication, c'est que si les directions sont opposées, ah oui, on voit maintenant Bob, il mesure dans la direction exactement opposée, il va obtenir des résultats opposés. C'est assez intuitif. Puis le troisième, qu'on va laisser un peu qualitatif, si les mesures sont proches, on voit que ce n'est pas exactement la même direction, mais elles sont proches, à ce moment-là, on aura une grande probabilité d'obtenir les mêmes résultats. Quand c'est exactement la même chose, c'est toujours le même résultat. Quand c'est proche, c'est souvent le même résultat. De nouveau, c'est un peu continu. Voilà. Et puis avec ça, on va essayer de chercher ces fameux gravitons. Parce que de nouveau, ici, tout comme pour la gravitation de Newton, cette intrication, la théorie nous dit l'effet est instantané. Je peux mesurer ici, je peux mesurer ici. Si les deux qubits étaient intriqués, même si je fais les mesures exactement en même temps, je ne laisse pas le temps pour quelque chose de se propager d'Alice à Bob, ni de Bob vers Alice, j'obtiens toujours le même résultat. Donc on va chercher ces gravitons, et pour ça on a fait une expérience à Genève, voilà, le lac de Genève ici, et on a intriqué, on avait une source d'intrication, on a intriqué ce village avec ce village, etc. C'est avec des interféromètres, je vous passe les détails. Voilà, on fait varier la phase ici, et on mesure, et on essaye de très bien synchroniser les mesures des deux côtés pour laisser le moins de temps possible à quelque chose d'hypothétique d'aller d'un côté à l'autre. Et ce qu'on observe, c'est que la corrélation est tellement bonne que si on voulait l'expliquer avec des gravitons, il faudrait qu'il se propage à au moins 100 000 fois la vitesse de la lumière. Alors déjà, lorsqu'on dit à un physicien plus vite que la vitesse de la lumière, non, on n'y croit pas. Et alors 100 000 fois la vitesse de la lumière, on y croit 100 000 fois pas. Donc on n'y croit pas du tout. Donc en gros, ce genre d'expérience nous prouve que l'histoire, en l'occurrence, ne bégaye pas. On ne peut pas juste de nouveau se dire on va trouver l'équivalent des gravitons pour la physique quantique. Mais cela dit, il dit papa, maman, ils font comment alors les bits quantiques pour toujours donner la même réponse aux mêmes questions? Ça c'est quand même un fait, ils donnent la même réponse lorsqu'on leur pose la même question. Alors il y a une hypothèse très naturelle. Ils font comme les bons étudiants. Après tout, si j'ai des bons étudiants, et puis qu'on leur pose la même question à ces bons étudiants, ils vont donner la même réponse. Donc on va essayer. On va essayer ça. Et pour ça, on va jouer un jeu. On va jouer un jeu qui s'appelle le jeu de Bell, de ce monsieur John Bell. Donc on a à nouveau Alice et Bob qui peuvent choisir leur direction de mesure.
Et le jeu consiste à ceci. Alice, on lui dit, à chaque fois, tu peux choisir soit de mesurer dans la direction verticale, soit de mesurer dans la direction horizontale. Et Bob, toi, tu mesures dans les directions diagonales, comme ça. Et puis, vous jouez ensemble, vous ne jouez pas l'un contre l'autre, vous jouez ensemble, et vous devez essayer d'obtenir ensemble un maximum de points. Alors, pour avoir des points, ça se passe comme ça. Si A fois B est égal à 0, vous voyez, hein, A, ça vaut 0 ou 1. Donc, cette équation, c'est soit 0 fois 0, 0 fois 1, 1 fois 0. Ça va, comme maths, c'est pas, ça va, vous êtes encore là? OK. Voilà, et donc, à ce moment-là, si Alice et Bob reçoivent un point à chaque fois qu'ils donnent la même réponse. Par contre, si A fois B est égal à 1, ça on voit bien, il n'y a qu'une seule possibilité. Il faut que A soit égal à 1 et B soit égal à 1. 1 fois 1 égale 1. À ce moment-là, Alice et Bob reçoivent un point à chaque fois qu'ils donnent des réponses différentes. Voilà, il faut juste qu'ils fassent ça. Pas trop compliqué. Je crois que là, je l'ai encore écrit une fois, mais ça, c'est un peu trop trivial, je crois. D'accord. Donc, ça a l'air vraiment facile, hein, ce jeu. Après tout, en tout cas, les maths sont super simples. C'est des multiplications de 0 et de 1. Et juste un petit problème quand même. C'est qu'en fait, Alice, elle ne connaît que A. Et Bob, il ne connaît que B. Donc, il n'y a personne qui peut faire A fois B, qui peut calculer A fois B. Parce que même si le calcul il est facile, si vous ne connaissez pas les éléments de la petite multiplication, vous ne pouvez pas le faire. Mais alors, si dans la nature ça se passe comme ça, dit papa, maman, comment ils peuvent calculer A fois B si aucun ne connaît à la fois A et B? Donc, comment faire? Bon, on peut réfléchir, on peut essayer de pas mal se creuser la tête. En tout cas, une stratégie qu'on pourrait se dire quand même, A fois B, c'est souvent égal à 0. En fait, c'est égal à 0 3 fois sur 4. Donc, on a meilleur temps de donner les mêmes résultats. Comme ça, au moins 3 fois sur 4, on gagne un point. Bon, une fois sur 4, on ne gagne pas de points, mais là, on gagne quand même des points souvent. 3 fois sur 4. Hein? Ainsi, il gagne 3 fois sur 4. Et puis là, il y a des devoirs à domicile. Donc, ce qu'on vient écouter un professeur, il ne faut pas s'attendre à autre chose que des devoirs à domicile. Vos devoirs à domicile, c'est très simple. Non, c'est très difficile. Parce qu'il va falloir vous convaincre que Alice et Bob, ils ne peuvent pas faire mieux que cette stratégie toute simple. Il n'y a pas moyen de faire mieux. On ne peut jamais gagner à ce jeu de belle plus souvent que 3 fois sur 4. Donc, avec une probabilité de 3 quarts. Alors ça, je ne vais pas essayer de vous le démontrer ici parce que je pense que chacun qui veut vraiment comprendre cette intrication devrait faire cet exercice intellectuel lui-même, se convaincre qu'on ne peut pas gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Et puis c'est vrai que c'est assez intuitif. Alice ne connaît pas B, Bob ne connaît pas A, donc tout ce qu'il peut faire, c'est deviner. Puis qu'est-ce qu'on peut faire mieux que de deviner pour être juste 3 fois sur 4 et se tromper qu'une fois sur 4? Sinon, il faudrait qu'il triche un peu, qu'Alice se faufile discrètement jusqu'à Bob ou qu'elle lui envoie des balles avec sa question inscrite dessus. Mais si on interdit ça et qu'on met vraiment Alice et Bob très loin les uns des autres, ils ne peuvent pas s'envoyer des balles en secret. Donc, aucun étudiant, même les plus brillants, ne peuvent gagner à ce jeu de belle plus souvent que 3 fois sur 4. Sauf si les étudiants sont quantiques. Sauf si les étudiants utilisent la mécanique quantique. Parce qu'effectivement, la théorie quantique prédit qu'on peut gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Et ça, une fois que vous êtes convaincu qu'on ne peut pas gagner 3 fois sur 4, après je vous dis, la physique quantique, elle peut le faire. Elle peut faire quelque chose que personne d'entre vous ne peut faire. On rentre dans la magie quantique, là. Alors, dit papa, maman, mais alors elle fait comment la nature, qui elle évidemment utilise la mécanique quantique, pour calculer A fois B alors que A et B n'existent nulle part ensemble? Alors les prédictions de la mécanique quantique, c'est un peu comme ça. La direction A égale 0, verticale,
puis B égale 0, elles sont proches. Elles ne sont pas identiques, mais elles sont proches. Donc ça va souvent donner le même résultat. Rappelez, ça c'est la règle de l'intrication. De même, A égale 0 et B égale 1 sont également assez proches. Donc eux aussi, ils vont souvent donner le même résultat. De même, A égale 1 vers la droite, puis B égale 0, c'est assez proche. De nouveau, on donne souvent le même résultat. Par contre, A égale 1 vers la droite, B égale 1 qui va plutôt vers la gauche, eux, ils ne sont pas proches. Et donc, ils vont rarement donner le même résultat. Et ensuite, si on fait le calcul, qu'on ne va pas faire ici, on arrive effectivement qu'on peut, selon cette théorie, gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Ça, c'est la théorie. Et après, vous dites, OK, ça c'est une théorie. Et puis, c'est quoi la réalité? Et puis là, en fait, on a quand même des génies comme Einstein, Schrödinger, De Broglie. Ben, ils n'y croyaient pas. Ils ont dit, ouais, ça c'est la théorie, mais ça ne marchera jamais dans la vraie vie. Puis ensuite, il y avait un autre physicien également célèbre, peut-être un peu moins célèbre que les autres, mais quand même pas mal célèbre, Bohr, qui lui disait, non, non, mais bien sûr que ça marchera. Il n'y a qu'à, alors déjà quand une explication commence par il n'y a qu'à, on peut se méfier, enfin, il n'y a qu'à tenir compte de tous les appareils présents dans l'expérience. Sauf qu'il faut aussi tenir compte des appareils très loin, présents dans l'expérience, mais très loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut la faire, cette expérience. On va sauter là-dessus. Et on l'a faite, entre autres à Genève. Elle a été faite à différents endroits, mais comme c'est moi qui présente, je présente une autre expérience. Entre ces villages-là, c'est d'autres villages, mais toujours autour de Genève, Bellevue et Ébernay. On a fait l'expérience. Je vous montre ça juste pour que vous rappelez que c'est une vraie expérience. Et ça, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est des choses qui ont pris beaucoup de temps. On était sur 10 km, là vous voyez les Alpes, etc. Et on obtient ce résultat. Et avec ce résultat, effectivement, on confirme qu'on peut gagner. C'est vraiment n'importe quoi, là. Tac. On peut gagner au jeu de Belle plus souvent que 3 fois sur 4. Alors, c'est quoi la conclusion du fait qu'on peut gagner plus souvent que 3 fois sur 4? C'est que l'explication des bons étudiants qui apprennent les réponses par cœur, et donc si on leur pose la même question, ils donnent les mêmes réponses, ben cette explication-là, et donc les qubits, ou les étudiants quantiques, n'ont pas appris une réponse par question. Donc l'explication de graviton, on l'a exclue expérimentalement. L'autre explication de dire, ben, les étudiants ou les qubits ont une variable, ont une mémoire, ont un état caché qui leur permet de répondre de façon coordonnée, par exemple, même question, même réponse, est exclue. Ça, c'est la violation de ces fameuses inégalités de Bell. Et là, de nouveau, je pense que personne ne va oser me contredire là-dessus. Ben, bon, cela dit, ben oui, dit papa, maman, mais alors, on peut utiliser l'intrication pour faire de la télépathie. Ça donne un peu cette impression, puisque finalement, ils arrivent à se coordonner à distance, sans qu'il y ait rien qui aille de l'un à l'autre, sans qu'ils aient appris la réponse à l'avance. Est-ce qu'ils font de la télépathie? Et là, il faut faire intervenir un concept qui n'est pas simple, qui est celui du hasard non local. Alors déjà, le hasard, ce n'est pas un concept simple. Quelque chose qui provient du hasard, qui n'était pas prédéterminé, qui n'était pas nécessaire de par l'état antérieur du monde, et en plus ceci de façon non locale. Donc l'argument qui permet de déduire l'existence du hasard non local, il va comme ça. Si le résultat d'Alice était prédéterminé, donc pas au hasard, mais était prédéterminé, peut-être pas connu, mais prédéterminé, ben, aujourd'hui peut-être qu'on ne le connaît pas, mais si c'est de la physique, Bob, ou les physiciens de manière générale, finiraient bien par le connaître. Il faudra juste développer la physique suffisamment. Mais alors, si Bob pouvait déduire le choix de mesures fait par Alice de son résultat, à ce moment-là, ça serait vraiment de la télépathie. Parce que Bob pourrait, à distance, savoir quelle est la direction dans laquelle Alice a décidé de choisir. En gros, si Bob trouve ce résultat-là, il est fort probable que Alice a choisi de mesurer dans une direction
proche de sa propre direction. Et donc ça serait de la télépathie, la télékinésie d'information. Et si on est d'accord que la télépathie est impossible, alors le résultat d'Alice doit être produit au hasard. Ça, c'est un résultat très fort de démontrer expérimentalement l'existence de hasard. Il y a peut-être des mathématiciens dans la salle, et pour les mathématiciens, le hasard, c'est une histoire de complexité. Pour le physicien, pas du tout. Il n'y a rien de super compliqué, en tout cas mathématiquement, là-dedans. Mais l'absence de télépathie ou de possibilité de transmission instantanée d'informations et la violation des inégalités de Bell impliquent du hasard. Alors c'est quoi le hasard? C'est un événement intrinsèquement non prévisible, un acte de pure création. C'est un physicien qui parle et qui vous parle d'acte de pure création. Il y a quelque chose qui existe maintenant qui n'existait pas avant, qui n'était pas nécessaire. Ce n'est pas simplement comme si je lâche cet objet, il va tomber, on le sait tous. Là, dans ce hasard quantique, l'événement qui a lieu n'était pas nécessaire. Il pouvait se produire ou ne pas se produire. Et c'est vraiment ce hasard qui fait la différence entre la non-localité quantique, la violation des inégalités de Bell, et la non-localité de Newton, la non-localité de la théorie de Newton. Et c'est vraiment ce hasard qui empêche d'utiliser la non-localité quantique pour des communications sans support physique. C'est vraiment le hasard qui empêche la télépathie. Si vous voulez, ces deux côtés se coordonnent instantanément, parfaitement, mais en sortant des résultats au hasard. Et donc, on ne peut pas utiliser ça pour transmettre de l'information, parce que tout ce qu'on entendrait dans un tel téléphone, c'est du bruit. Il y aurait des bits à 0 et 1 aléatoirement, et donc il n'y a pas de message là-dedans, il n'y a pas d'information que nous autres êtres humains pouvons utiliser. Voilà, je vais voir quelle heure il est, savoir si on va faire de la philo ou pas. Je vais peut-être aller un peu vite là-dessus, je ne sais pas s'il y a des philosophes dans la salle, mais donc l'intrication, ou ce qui est un mot, ça c'est le mot scientifique, le hasard non local, c'est ce que ça signifie, c'est vraiment une nouvelle forme de causalité. Rappelez, pour interagir, je dois soit ramper ou aller vers l'objet avec lequel je veux interagir, ou lui lancer des balles. Là, on a une nouvelle forme de causalité. Et puis une fois qu'on admet l'existence d'un vrai hasard, dans ces actes de pure création, il n'y a plus rien qui n'empêche ce vrai hasard de se manifester en plusieurs endroits, du moment que cela ne permet pas la télépathie. Une fois qu'on admet l'idée qu'il y a des choses qui surgissent comme ça, qui n'étaient pas nécessaires, un vrai hasard, pourquoi ce hasard devrait-il être localisé? À ce moment-là, c'est tout à fait plausible qu'il se manifeste à plusieurs endroits. Ça ne permet pas de télépathie ou de communication instantanée. Donc le vrai hasard non local surgit en quelque sorte de l'extérieur de l'espace et du temps, dans le sens qu'aucune histoire se déroulant dans l'espace au cours de temps ne peut la raconter. C'est peut-être trop philosophique cette partie-là, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à développer là. Mais revenons un peu plus terre à terre. D'abord j'avais ça encore. D'accord. C'est vrai, dans le titre, il y avait téléportation quantique. Donc, il faut quand même que je vous explique maintenant comment ça fonctionne, la téléportation quantique. Alors, si vous avez su jusqu'à là, vous allez comprendre la téléportation quantique. On commence avec 2 qubits intriqués. Je vous rappelle, des qubits intriqués, ça veut dire même question implique même réponse. D'accord? Il faut faire ça, il faut les préparer. Ensuite, on va prendre un 3e qubit qu'on aimerait téléporter. Celui-là, il porte une certaine structure, il oscille dans une certaine direction, et on aimerait téléporter cette structure. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ces 2 qubits, poser une question qui a l'air un peu bizarre. La question est la suivante. Dites-moi, mes 2 qubits, si je vous posais la même question, me donneriez-vous la même réponse? Ça, c'est une question un peu bizarre, parce que si j'avais, je sais pas, 2 personnes à qui j'aimerais savoir si ces 2 personnes me donnent la même réponse
si je leur pose la même question, la seule manière de faire, c'est de poser les deux questions, enfin la question aux deux personnes, et d'écouter les réponses. Et là, je vois bien, les deux réponses sont les mêmes ou ne sont pas les mêmes. Mais là, j'ai posé une question spécifique. Alors que là, j'aimerais savoir, quelle que soit la question, si pour autant que je vous pose la même question, quelle que soit cette question, est-ce que vous pouvez me garantir que vous allez me donner la même réponse? Des objets classiques ou des êtres humains ne peuvent pas répondre à cette question. C'est impossible. Il faudrait essayer toutes les questions possibles. Par contre, des qubits, puisque là, on a des qubits, ils peuvent répondre. Oui, ils peuvent répondre oui en se mettant ensemble dans un état intriqué. Puisque c'est justement la caractéristique numéro 1 d'un état intriqué. Si ces deux-là s'intriquent, à ce moment-là, par définition d'intrication, ils donneront toujours et systématiquement la même réponse aux mêmes questions. Et à partir de ce moment-là, si je fais n'importe quelle mesure ici, comme ces deux-là sont intriqués, celui-là donnera toujours la même réponse. Et maintenant que ces deux-là sont intriqués, celui-ci aussi aurait donné la même réponse. Et donc, quelle que soit la question que je pose au qubit de Bob, il me donnera la même réponse que si j'avais posé cette question au qubit à téléporter. Et donc, ce qubit à téléporter se retrouve du côté de Bob. D'accord? Bon, ça c'est dans le cas où la réponse à cette question bizarre est oui. Sauf qu'en mécanique quantique, les réponses sont au hasard. Et effectivement, il se peut aussi que la réponse soit... Voilà, donc si la réponse est oui, tout va bien. Par contre, si la réponse est non, voilà, si la réponse est non, alors en fait, la réponse non à cette drôle de question, c'est que si les deux qubits nous diraient, oui, si vous nous posez la même question, non, on vous donnera toujours des réponses opposées. Mais il y a quand même de nouveau ce toujours. Et donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, regardez ici, on va retourner Bob. Et si on retourne Bob, maintenant, quelle que soit la question que je pose ici, à ce Bob retourné, si la réponse à cette question est négative, j'obtiendrai la même réponse ici que si j'avais posé la question au qubit à téléporter. Et donc, la structure va effectivement toujours se retrouver intégralement chez Bob. Il y a juste encore un petit problème, c'est que quand est-ce que Bob sait qu'il doit retourner, qu'il doit se retourner ou retourner son qubit? Pour ça, il faut qu'il connaisse la réponse à cette question. Et cette réponse-là, il n'y a que Alice qui la connaît. Puis c'est Alice qui est de ce côté, du côté de l'émetteur. Donc ce qu'il faut quand même encore, c'est que Alice doit lui communiquer la réponse. Et c'est à cause de cette petite communication, lui dire si la réponse est oui ou non, que la téléportation quantique ne va pas plus vite que la lumière. Mais néanmoins, en envoyant juste une information binaire, on peut téléporter n'importe quelle direction qui se trouvait là vers n'importe quelle direction ici. N'importe quel état de qubit ici vers ici. Voilà. Ça, c'est une photo du banc optique où on a fait une expérience de téléportation à Genève. Bon, il y a des lasers, un laser vert qui pompe ensuite un laser dans le rouge. Et en fait, tout ce chemin compliqué, c'est pour préparer le faisceau laser, essentiellement nettoyer, ce qu'on appelle nettoyer un faisceau, donc le rendre très monochromatique. Et c'est là-dedans que se passe la magie, c'est là où on crée les paires de photons. Évidemment, après, on ne voit plus rien puisqu'il n'y a plus que des paires de photons, il y a très peu de lumière. Et c'est dans cette boîte-là qu'on fait la mesure de Bell. Là non plus, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà. Bon, et puis, ça continue. Ça, à vrai dire, c'est plus une question enfantine, c'est une question agaçante de journalistes qui me demandent toujours à quoi ça sert. Alors la réponse, elle n'est pas bien compliquée. Ça sert à la fascination des physiciens et du grand public. Ça, c'est ma réponse standard. Cela dit, j'aime bien quand même qu'on me paye un salaire et puis qu'on sponsorise mon labo. Et avec ce genre de réponse, ça ne marche pas trop. Donc, j'ai une autre réponse. L'autre réponse, c'est qu'une fois qu'on sait faire du hasard, en fait, le hasard, c'est quelque chose de super utile. Lorsqu'on vous dit qu'il vous faut choisir un mot de passe, alors, généralement, vous allez prendre, je ne sais pas, la date de naissance de vos enfants, et des trucs comme ça, qui ne sont vraiment pas du hasard. Et d'ailleurs, vous faites exprès que ce ne soit pas au hasard parce que vous voulez vous rappeler.
Mais si on le faisait vraiment bien, alors vous et moi, on s'en fiche un peu, mais si vous imaginez que vous êtes un grand hôpital et qu'il faut vraiment sécuriser des choses dans votre hôpital, des informations, des choses comme ça, ou une banque, ou un gouvernement, ou Nestlé, ou j'en sais rien, à ce moment-là, vous avez besoin de nombres aléatoires. Dans tout système cryptographique, on a besoin de nombres aléatoires. Et donc, on va utiliser la physique quantique. Sur le principe, c'est tout simple. On voyait des photons sur une lame semi-réfléchissante. On va mettre 2 détecteurs de photons, donc de photons individuels. Et ensuite, ce détecteur, on va l'appeler 0, l'autre, on va l'appeler 1. Et on voit bien qu'à ce moment-là, on a une suite de bits aléatoires. Et on peut vraiment prouver l'aléatoire parce que potentiellement, ce genre de dispositif, bon, il en faudra un deuxième, peut violer une inégalité de Bell. Et ensuite, on met tout ça dans une petite boîte qui fait je ne sais plus, 3 cm de côté, à peu près comme une boîte d'allumettes. Et de ça, on sort 4 mégabits, donc 4 millions de bits aléatoires par seconde. Si on en met 4 ensemble, on en a 16 après. Voilà, et ça se vend. Cette société, elle n'est pas marquée la société ici. C'est marrant ça. Oui, on la voit. Bon, la société s'appelle ID Quantique, j'ai oublié de mettre ça. Heureusement que son directeur n'est pas là. Mais voilà, donc elle s'appelle ID Quantique, elle est à Genève, c'est un spin-off de mon groupe universitaire qui fait de l'argent en vendant du hasard. Et puis ils font plus que ça, ils vendent aussi du hasard non local. Parce qu'avec ce hasard non local, qui est fascinant, mais il y a une autre chose dans ce hasard non local, c'est qu'on a les mêmes résultats au hasard, mais les mêmes des deux côtés. C'est exactement ce qu'on veut si on veut communiquer en confidence une clé cryptographique entre vous et votre banque, par exemple. Hein, on aimerait que ça soit la même chose des deux côtés. D'abord que ça soit au hasard, pour que personne ne puisse le deviner, et puis que ça soit la même, évidemment, du côté de la banque et de chez vous, ou une banque et sa succursale. Et puis, on veut aussi du secret. Alors ça, je n'ai pas trop expliqué le côté secret, mais on peut aussi prouver que l'intrication, c'est quelque chose qu'on ne peut pas copier. Et donc, on a aussi le secret là-dedans. Et de nouveau, mais cette fois-ci, on voit un peu mieux la société ID Quantique, IDQ, qui vous fait un Alice et un Bob. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par leur physionomie. Évidemment, là, on a mis la source, non pas au milieu entre deux, on a mis la source en fait chez Alice. Donc, ce qui sort de la boîte Alice, c'est un photon qui va chez Bob. Vous voyez qu'il y a 2 fibres, parce qu'il y en a une qui fait pour les clés cryptographiques, qui fait vraiment ce hasard non local, et l'autre, on va utiliser cette clé pour encrypter et décrypter les informations. Et de nouveau, ça, c'est des choses qui se vendent, qui s'utilisent dans les sociétés de télécommunications, etc. Et voilà, ça c'est un exemple. Alors celui-ci, il date de 2007, je crois. Donc là, nos boîtes étaient plus grandes que celles d'aujourd'hui. On voit cette fois-ci bien ID Quantique, là. On utilise aussi nos générateurs aléatoires. Et il y a par exemple un système où il y a une banque à Genève. Comme vous savez certainement, il y a beaucoup de banques à Genève. Et ces banques ont besoin de faire des backups, de faire des sauvegardes. Et la sauvegarde, elle ne peut pas être juste dans la chambre d'à côté. Parce que s'il y avait une explosion, le feu, etc., donc il y a des règles, des lois qui obligent d'avoir un système de backup à au moins 50 km en Suisse. Je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais enfin, il faut une certaine distance parce qu'on ne peut pas simplement dire à nos clients, si vous êtes un banquier, vous ne pouvez pas simplement dire à vos clients, désolé, ça a brûlé, on a perdu toutes vos informations, vous n'avez plus d'argent. Ça ne va pas. Donc, il faut faire un système de backup. Mais ce système de backup, on comprend qu'il y a absolument toute l'information qui va, absolument tout, le nom de tous les clients, les montants de toutes les transactions, tout. Donc ça doit être vraiment secret. C'est plus important que, je ne sais pas, mon mot de passe, par exemple. Et donc là, ces banques, ou certaines de ces banques, utilisent vraiment une fibre optique qui passe sous le lac de Genève, ici, et qui va vers leur système de backup qui se trouve être près de Lausanne, à 60 ou 70 km. Ah ben, là, c'est écrit là. 67 km. Bon, on en revient à nos questions là, infantiles. Il me dit, papa, maman, alors comment elle fait finalement la nature pour produire un hasard non local? Alors, il y a différentes réponses, et je pense que la réponse la plus fréquente aujourd'hui, si vous posez cette question à un physicien, c'est « tais-toi et mange ta soupe ». Ou en anglais, « shut up and calculate ». Ça, c'est la réponse que tous mes profs m'ont donnée à l'époque.
On ne savait pas faire mieux. Ça marche, t'as qu'à calculer. C'est vrai que ça marche, mais on ne comprend rien. Aujourd'hui, je pense qu'on comprend un peu mieux quand même. Et on commence aussi par nommer les objets et nommer les concepts. Et le concept clé, c'est vraiment l'intrication. J'ai essayé de vous introduire autant que possible. De nouveau, mettez-vous à la place des gens à l'époque de Newton. On leur dit « Ah oui, mais finalement, là, les kangourous, ils ne tombent pas de la Terre parce que c'est la gravitation. » Comme explication, c'est à peu près nul. C'est juste un mot. Puis après, on a essayé de leur dire « Oui, mais c'est parce qu'on tombe vers le centre de la Terre. » Bon, puis regardez, cet aimant, mais ils n'avaient pas d'aimant. Hein. Ben, s'il colle à votre frigo, il colle, même si vous mettez le frigo, une plaque métallique au plafond, il va tenir aussi, il va tenir dans toutes les directions. Donc, on commence à développer comme ça une certaine intuition de ce que c'est que la gravitation. Et je pense qu'on a tous une certaine intuition de ce que c'est que la gravitation. Pour l'intrication, peut-être qu'à la fin de cet exposé, vous commencerez à avoir une petite intuition de ce que c'est. Rappelez-vous, en gros, même question, même réponse. Question proche, grande probabilité de même réponse. C'est ça un peu le début. Et ensuite, que les résultats sont au hasard, mais un hasard corrélé. Ça, c'est l'intrication. Alors, est-ce qu'un jour, on va mieux comprendre que ça? Parce que, voilà, même avec tout ce que je vous dis, même moi-même, je ne peux pas dire que j'ai totalement tout compris. Mais je pense quand même qu'on va faire encore beaucoup de progrès. D'abord parce que je suis un optimiste, mais aussi, c'est quand les technologies quantiques, la cryptographie quantique, l'ordinateur quantique, les capteurs quantiques, toutes ces choses-là, quand ça sera devenu banal. Aujourd'hui, c'est vraiment de loin pas banal. Mais un jour, ça deviendra banal, comme les avions qui font le tour de la Terre, des choses comme ça, c'est devenu banal aujourd'hui. L'époque de Newton, vous pensez, c'était inimaginable. Ben, un jour, quand la téléportation quantique sera courante, ben là, on commencera à comprendre le hasard non local, un peu comme aujourd'hui, on comprend la gravitation. Et puis pour terminer, pour ceux qui n'en sont pas saturés, il y a des choses à lire qui sont vraiment fascinantes. Et puis je trouve que, voilà, il se trouve qu'on est au début du 21e siècle, on n'a pas choisi d'être né à ce moment-là, mais c'est comme ça. Et il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent en ce moment. Il y a aussi des choses absolument horribles qui se passent, mais il y a aussi des choses absolument extraordinaires. Et pourquoi pas passer un peu de son temps à lire pour comprendre et participer, vivre un peu ce qui se passe d'extraordinaire. Alors là, j'ai 3 bouquins que je vous conseille. Le premier, bon, il est en anglais, je ne crois pas qu'il a été traduit, The Age of Entanglement, par Louisa Gilder. C'est un livre un peu historique sur l'histoire de l'intrication. Alors, intrication en anglais, ça se dit entanglement. Et puis, Louisa, qui est une bonne historienne, connaît bien, elle invente là, dans ce livre des dialogues entre toutes sortes de géants de la physique et leur fait discuter de l'intrication, de la difficulté, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et je trouve comme ça nous fait un livre qui est à la fois un peu historique, mais très vivant, et qui représente assez bien les débats que les physiciens ont entre eux lorsqu'ils font de la recherche. Le deuxième livre, la Initiation à la physique quantique, bon, c'est une initiation par mon Valerio Schiarani, qui était mon collaborateur, qui est prof maintenant à Singapour, qui est de nouveau sans équation, mais qui vous initie bien à cette physique quantique, interférométrie, des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai aussi écrit un livre, L'impensable hasard, qui reprend un peu ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, non, et ça c'était en fait mon dernier slide. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir été patient avec moi. Bien, on va prendre un temps de questions. Ce que je vous propose, parce que vous êtes très nombreux, c'est pour qu'il y ait le maximum de questions, qu'il y ait limité vos commentaires et surtout aller très très vite aux questions. OK? Qui veut commencer? Bonjour.
Alors ma question est la suivante. J'aimerais savoir si vous pouviez nous commenter le nouveau calculateur quantique qu'a pu développer Google. Non pas une série de données, mais tout un ensemble pour mettre en superposition toutes les questions possibles, en quelque sorte.
Ça, c'est peut-être un peu une intuition de l'ordinateur quantique. Mais bon, là, essayez déjà de comprendre les inégalités de Bell. Il faut commencer par ça. Monsieur nous avait parlé au début qu'une de vos productions serait dans le top 10 des inventions les plus révolutionnaires selon MIT. Vous pouvez en dire plus? Oui, bon, ça, il faudrait quand même demander à MIT. Ils ont dit ça à propos de ce qu'on a fait sur la cryptographie quantique. Donc ça, c'était encore dans les années, fin des années, ça fait 20 ans probablement maintenant. Et effectivement, donc, il y a 20 ans, on n'avait pas encore créé la société, mais on avait déjà fait la première démonstration de cryptographie quantique sous le lac de Genève. Et ça avait impressionné pas mal de monde. Ça avait aussi multiplié les ressources de mon laboratoire. Et c'est vrai que le MIT, à ce moment-là, a dit ça, c'est une des 10 technologies qui va révolutionner le monde. Et j'espère bien qu'ils ont raison. Question. Comment on intrigue de particules? Est-ce qu'ils doivent être en contact premièrement et après? Oui, oui. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Très pragmatiquement. Un cristal, les atomes sont tous alignés très précisément. Il y a une structure très précise. Et ensuite, là, autour de ces atomes, vous avez ces électrons qui peuvent bouger un peu. Et en général, dans la plupart des cristaux, ils peuvent bouger dans toutes les directions de façon équivalente. Ils peuvent s'éloigner un petit peu, ils reviennent, etc. Maintenant, un cristal non linéaire, c'est un cristal où les électrons peuvent se déplacer plus facilement dans une direction que dans l'autre. Donc, au lieu d'osciller comme une balançoire, ils vont loin dans une direction, mais ils vont moins loin dans l'autre direction. Ça, c'est ce qu'on appelle une oscillation anharmonique. Et donc, lorsqu'on excite un tel cristal, avec un faisceau laser, par exemple, donc ces électrons vont commencer à bouger, puisqu'il y a un champ électrique là qui oscille. Ils vont bouger, mais ils vont bouger de façon anharmonique, ce qui veut dire qu'ils vont réémettre pas seulement la fréquence avec lesquelles on les a excités, mais également des harmoniques. Et typiquement, voilà, pour faire cette lumière verte que vous avez là, il y a dans mon petit pointeur ici un laser infrarouge qu'on ne voit pas. Puis ensuite, il y a un cristal non linéaire qui va doubler la fréquence. Et le double de cette fréquence, c'est le vert qu'on voit ici. Maintenant, il faut encore aller faire au moins une étape de plus. Si on peut faire quelque chose dans une direction, en physique fondamentale, on peut toujours la faire aussi dans l'autre direction. Donc ce que je peux faire, c'est prendre ce même cristal non linéaire et je l'éclaire avec du vert. Et ce qui va sortir, ça va être de l'infrarouge. Sauf que le vert a une énergie par photon 2 fois supérieure à l'infrarouge. Ça, il faut le savoir, mais la fréquence est proportionnelle à l'énergie. Donc, pour un photon vert qui rentre, il en faut 2 infrarouges qui sortent. Comme ça, on fait des paires de photons. Là, on a fait la moitié du chemin. Vous êtes toujours avec moi? Donc, on fait des paires de photons. Maintenant, il faut encore qu'ils soient intriqués. Alors ça se comprend par la conservation de l'énergie. J'ai mes 2 photons. Comment est-ce qu'ils sortent de mon cristal? Bon, ils sortent dans la longueur de cohérence photon vert. Par contre, ils doivent sortir exactement en même temps, sinon il y aurait de l'énergie qui serait déjà à moitié là. Donc par conservation d'énergie, les 2 photons infrarouges doivent sortir en même temps. Ils doivent sortir à un moment indéterminé, mais en même temps. Donc la différence d'âge de mes 2 photons est 0, mais leur âge est indéterminé. Et puis de même, pour l'énergie, il va y avoir un photon vert qui a une énergie très bien définie, mais photons infrarouges qui ont une énergie indéterminée, mais dont la somme doit être égale à l'énergie incidente. Bon, si vous avez tout compris, vous êtes vraiment génial. Ouais, ça donne des photons intriqués en énergie-temps. On voudrait bien avoir votre avis par rapport à l'utilité de cette technologie pour l'humain. De par votre recul, vous êtes une sommité dans le domaine. Et quel est pour vous l'usage le plus, on va dire, adéquat à cette nouvelle technologie?
Bon, ça c'est toujours très difficile à dire parce que quand on a inventé l'ordinateur classique, personne n'aurait pensé qu'on allait s'en servir pour faire des jeux vidéo ou du traitement de texte ou des emails ou des choses comme ça. Donc, prédire à quoi sera utile les technologies quantiques, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a quand même déjà des exemples. Encore une fois, notre générateur de nombres aléatoires, on est en train de travailler pour le rendre encore beaucoup plus petit, il devrait rentrer dans 1 millimètre cube, et on pourrait les mettre dans nos téléphones, nos smartphones. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un système qui génère automatiquement nos mots de passe. Évidemment, il faut ensuite un logiciel de traitement de mots de passe, de gestion de mots de passe, ce qui existe déjà, mais on aurait des vrais mots de passe dont l'aléatoire est prouvé par la physique quantique. Alors après, voilà, ceux qui utilisent des mots de passe, et je pense qu'on utilise quand même tous des mots de passe, on aime ou on n'aime pas, mais on n'a plus le choix aujourd'hui, avoir un système qui nous génère nos mots de passe, qui en fait ensuite la gestion, moi je trouve ça, moi j'aimerais bien. Maintenant, ensuite, voilà, l'ordinateur quantique. Si un jour l'ordinateur quantique permet de développer un matériau qui permet de faire une prothèse plus comme ci ou plus comme ça, et que ça permet de soigner mon enfant, je serais content. Ce qui suscite un peu le débat dans l'ordinateur quantique, c'est plus dans la crypto-monnaie. Dans la capacité à générer des bitcoins, etc., toute la famille de crypto-monnaies. Et ça, c'est plutôt une approche très mercantile, dont l'humain aujourd'hui n'a pas vraiment besoin. Oui, non, mais là, je pense que vous avez raison. Lorsqu'on développe une nouvelle technologie, quelle que soit cette technologie, on peut ensuite en faire du bon et du moins bon. Je sais pas, celui qui a le cordonnier, ben, ma foi, il va chausser le gentil comme le méchant. Tout le monde pourra utiliser les souliers du cordonnier. Voilà, tout le monde pourra utiliser l'ordinateur quantique. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une technologie qui est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Ça dépend de comment on l'utilise. Peut-être qu'avec l'ordinateur quantique, on va développer des poisons épouvantables. J'en sais rien. Mais on pourra avec le même développer voilà, une prothèse extraordinaire ou je ne sais pas aussi. Donc ça dépend, ça c'est plus vraiment le scientifique qui va pouvoir vous dire ma technologie, elle ne pourra être utilisée que par les gentils. C'est naïf de penser qu'on pourrait faire ça. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas non plus rêver, vous n'allez pas arrêter la technologie. Donc les Chinois, les Américains, les Européens investissent massivement là-dedans et profitons pour le côté de fascination intellectuelle. Bonsoir. En termes simples, que diriez-vous pour inciter un consommateur lambda à s'intéresser à la physique un petit peu quantique et surtout, ça tourne autour du hasard, des particules qui ne sont pas en quelque sorte habituelles? Bon, ben, je pense que la personne lambda, comme vous dites, elle n'est pas dans cette salle. Il y a déjà eu une grosse sélection de faite par les gens qui ont décidé avec le titre de la présentation de se déplacer. Et je pense que ceux qui ont fait cet effort-là, je pense qu'ils viennent par curiosité, par fascination intellectuelle, donc ça me va parfaitement bien. Maintenant, je sais très bien que l'énorme majorité de l'humanité ne s'intéresse ni au hasard, ni à la physique quantique, ni à l'intrication. Et puis, je peux très bien vivre avec ça aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, peut-être que je n'ai pas bien compris. Mais je ne cherche pas à convaincre la personne lambda de s'intéresser à ma physique. Je suis déjà content si j'arrive à intéresser les gens qui sont prêts à faire l'effort de venir m'écouter. Oui, bonsoir monsieur. J'ai une petite question. Lors de votre première expérimentation, en ce qui concerne le backup bancaire, sur une distance de 70 km à travers le lac, est-ce que vous avez expérimenté une perte de données? Oui, c'est une bonne question. Il faut bien voir qu'avec la cryptographie quantique, on n'envoie pas directement les données, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de photons qui se perdent. Aussi, les détecteurs n'ont pas une efficacité de 100%. Donc, ce qu'on fait avec la cryptographie quantique, c'est établir une clé cryptographique.
Et si cette clé cryptographique, on envoie, je ne sais pas, 1 million de photons, mais qu'à la fin, il en reste que 1000, ben, ça suffit pour faire ma clé cryptographique. Et une fois que j'ai une clé cryptographique, je vais utiliser cette clé pour encrypter et décrypter mes données. Et mes données encryptées, je vais les envoyer par Internet. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que la clé, en l'occurrence, on parle là de cryptographie symétrique, donc Alice et Bob ont la même clé. C'est la distribution de clés qui est la partie délicate, et c'est celle-là qui est résolue par la cryptographie quantique. Attendez, je vais déjà répéter la première. Donc, est-ce que les ordinateurs quantiques consomment beaucoup d'énergie? Alors, aujourd'hui, oui. Mais il faut dire qu'ils ne sont absolument pas optimisés. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, effectivement, il faut les refroidir. Il en faut aussi. C'est une montagne. Vous avez une armée de physiciens autour, etc. C'est pas du tout comme voilà, votre voisin a son ordinateur dans la main avec son téléphone. Oui, on ne peut pas comparer ça. Mais le premier ordinateur classique aussi, ça consommait, il y avait non seulement une énergie humaine, parce qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour le réparer au fur et à mesure qu'il se cassait, et ça consommait aussi une énergie incroyable. Évidemment, il était exclu de le prendre dans la main. Il occupait plus que le volume de toute cette salle. Donc je pense qu'il faut... C'est trop tôt de dire est-ce que l'ordinateur quantique du futur utilisera plus ou moins d'énergie que l'ordinateur classique. Je ne sais pas. A priori, fondamentalement, il pourrait en utiliser moins parce que les calculs sont réversibles, mais je crois que on est tellement loin de pouvoir répondre. Vous aviez une deuxième question ? Alors, je pense là, il y a une confusion. C'est vrai que tout le monde parle, et moi aussi, là, j'ai parlé de ça, d'ordinateur quantique. Je pense qu'il n'y aura jamais un ordinateur quantique sur votre bureau, ni sur le bureau de vos petits-enfants. Ce qu'il va y avoir, ça j'en suis par contre sûr, c'est des ordinateurs ou des processeurs quantiques dédiés à des tâches et des types de calculs très spécifiques qu'on pourra accéder à distance, par Internet ou l'équivalent d'Internet du futur. Et ceux-là, ces processeurs quantiques bien dédiés, ils tourneront a priori 24 heures sur 24 en permanence. Mais vous n'allez pas avoir ça dans votre téléphone ou sur votre bureau. Ce que vous pourriez avoir, même dans votre téléphone, c'est un processeur quantique super élémentaire qui génère juste de l'aléatoire. Ben, ça, c'est un seul qubit. Sur un seul qubit, on arrivera à mettre dans un téléphone. Mais les 53 de Google et puis les centaines ou les milliers du futur, je ne crois pas qu'on mettra jamais dans un ordinateur de table. Ben déjà à cause de la température, il faut des millikelvins. Vous me direz peut-être que dans le futur, on aura trouvé des trucs incroyables. Oui, ça, je suis d'accord, c'est possible. Oui, tout à fait. Donc, vous avez raison, mais en tout cas, disons, à vue humaine, et même en étant super optimiste, aujourd'hui, on n'a aucune idée comment faire ça. Donc, évidemment, on peut toujours dire que la science va résoudre tous les problèmes, mais aujourd'hui, on n'a aucune idée comment mettre un ordinateur quantique sur une table de bureau. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a un potentiel énorme pour l'intelligence artificielle. Et pourquoi Google s'intéresse à l'ordinateur quantique? Ce n'est pas pour faire des molécules différentes ou des choses comme ça. C'est clairement pour la reconnaissance d'images. Et donc ça, on s'approche effectivement de l'intelligence artificielle. Effectivement, si on pouvait utiliser un outil de recherche comme Google, pas seulement par des mots-clés, mais par des images clés, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnerait d'ailleurs, mais on voit qu'il y a quand même un potentiel qui justifie, en tout cas aux yeux de Google, les milliards qu'ils investissent.
ces expériences à distance, quel est le support de l'information? C'est une fibre optique, oui. Et c'est les fibres optiques télécom. En fait, les Chinois ont récemment aussi fait des démonstrations avec un satellite à 400 ou 500 km d'altitude. Mais la grande majorité des démonstrations, en Chine et ailleurs, et chez nous, toutes celles que nous avons faites à Genève, c'était toujours avec des fibres optiques télécom. Donc une des percées principales que mon labo a réalisées il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était les premiers détecteurs de photons compatibles avec les fibres optiques. Parce que les photons dans les fibres optiques télécom sont à une longueur d'onde qui fait qu'ils ont moins d'énergie que les photons visibles. Et donc, il fallait des détecteurs particuliers pour pouvoir simplement les détecter. Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays au monde qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas au moins un labo qui s'occupe de communication quantique, technologie quantique. Alors ça, je pense franchement, c'est même le... Enfin, je ne vais pas commencer à compter les 200 pays du monde, mais en tout cas, la très grande majorité des pays, en tout cas en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, ont des labos qui travaillent sur l'informatique quantique. Oui, bon, pour l'ordinateur quantique, c'est vraiment le nombre de qubits et la qualité de ces qubits. En communication quantique, un des challenges principaux maintenant, c'est ce qu'on appelle le répéteur quantique. De vraiment utiliser la téléportation quantique pour faire des sauts de A à B, à C, à D, etc. Mais là, il faut synchroniser le réseau. Et pour synchroniser les réseaux, il faut des mémoires quantiques. Et ça, c'est vraiment des domaines en plein développement. Ensuite, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent de faire des capteurs quantiques ou de la métrologie quantique, par exemple des horloges atomiques qui seraient encore plus précises que les horloges d'aujourd'hui grâce à l'intrication. En intriquant plusieurs atomes, on peut, en principe, et il y a commencé à y avoir même quelques résultats, avoir des horloges encore plus précises que celles d'aujourd'hui. Donc, vous imaginez un jour un GPS au centimètre près au lieu d'être à quelques mètres comme aujourd'hui. Après, on peut reposer la question de monsieur, ça sert à quoi? Mais c'est quand même fascinant. Why not? Oui, j'ai bien compris, hein, mais oui. Potentiellement, oui. Merci à vous. La présentation.